Alors Arnaud, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour, je m'appelle Arnaud Boissière, j'ai 52 ans, je suis né à Bordeaux et j'habite au Sable d'Olonne. Et alors tu es marin et tu as découvert la voile à Arcachon. Je sais pas si je suis réellement marin, en tout cas j'ai toujours été fasciné par la mer et par l'océan. J'ai commencé à naviguer sur le bateau familial à Arcachon. Mon grand-père faisait de la voile, il avait un petit bateau en bois, un loup. Et ma mère faisait de la voile et c'est ma mère qui a appris à mon père à faire de la voile. Et moi naturellement, je me trouvais à naviguer avec eux. C'est des bons plaisanciers du dimanche, du bassin d'Arcachon. Et ça m'a tout de suite plu, la navigation, le contact avec l'océan, de voir ces petites vagues qui arrivent sur le bord de plage. Je me suis toujours demandé d'où elles venaient et je me suis dit, un jour, il faudra que je découvre tout cet horizon qui est vraiment assez splendide à regarder quand on est en mer. Et à quel moment t'es venu l'idée de devenir coureur au large? L'idée d'être coureur au large, c'est venu tout le temps ou jamais, parce que tout le temps parce que Arcachon, quand on fait de la voile ou quand on veut faire des courses au large, c'est pas forcément évident, puisque on est dans un univers un peu différent de l'univers breton. Mais ce qui m'a animé surtout, c'est de voir pas mal de marins, dont Lamazou et dont Parier, qui préparaient le Vendée Globe. Et je pense que d'un côté, Lamazou, il m'a extrêmement intrigué et aidé à travers ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Et pour moi, c'était mon idole et ça reste toujours pour moi quelqu'un de très fort. Et Yves Parier, c'était un peu différent parce que je me suis retrouvé rapidement aidé par Yves. Il m'a amené naviguer beaucoup sur son bateau. J'ai traversé 3 fois l'Atlantique sur son bateau, Aquitaine Innovation. Et du coup, à ce moment-là, parallèlement aux choses que je faisais, on faisait les championnats de France Espoir en régate et Tour de France à voile. Et l'idée me venait progressivement d'être coureur au large, mais de faire surtout des courses comme la Mini Transat. Et je pense que c'est la Mini Transat qui m'a permis de me révéler à moi-même, me dire que ben, peut-être que je suis capable de continuer là-dedans. Mais rapidement quand même le Vendée Globe rentre dans ta vie. Ouais, alors le Vendée Globe est rentré rapidement dans ma vie pour une raison très simple, c'est que Lamazou préparait le premier Vendée Globe. D'ailleurs, à l'origine, il ne devait y avoir qu'un Vendée Globe. C'était un Vendée Globe Challenge d'ailleurs. Il construisait son bateau à la Teste, à côté de chez mes parents. Et j'ai eu l'occasion de visiter le chantier de Lamazou quand son bateau était en construction, par un ami de mon père. Et ça m'intriguait. D'ailleurs, le personnage est intriguant. Il est d'une humilité et d'une sympathie encore aujourd'hui hors du commun, je trouve. Et à cette époque-là, j'avais 17 ans. Il m'est arrivé un truc personnel dans ma vie, c'est que j'ai été malade brutalement à 17 ans. J'ai eu une leucémie qui s'est déclarée au mois de juin 89. Et une manière pour mon père de m'aider à vivre moi-même la maladie, il m'a spontanément amené voir le départ du premier Vendée Globe. C'était au mois de novembre ou fin octobre 89, je ne sais plus exactement. Donc j'étais en plein traitement, j'étais tout maigre, j'avais plus de cheveux et tout ça. Et ça m'a énormément aidé pour vivre moi-même la maladie. Et je me suis projeté à travers ces fous furieux. Alors à l'époque, il y avait Poupon, Loïc Perron, Lamazou, Jean-François Coste. Et pour moi, c'était mes petits héros. Et des années plus tard, quand je me suis trouvé acteur, être navigateur, j'ai été invité une fois à un repas où il y avait Lamazou, on était à la même table. Et j'ai réussi à lui dire merci parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut aider de se projeter quand on est malade comme j'étais, mais pour d'autres choses. C'est pour ça que moi-même, aujourd'hui que je suis acteur, quand je vois des jeunes ou des gens qui me suivent au quotidien, que ça peut les aider, je trouve ça vraiment bien, moi ça m'a aidé. Et du coup, j'ai été bouleversé par ce premier Vendée Globe, d'une belle manière, hein, bouleversé chouette parce que je m'en suis sorti, la maladie, Lamazou a gagné, j'avais l'impression quelque part d'avoir gagné aussi parce que j'avais vaincu la maladie. Et je trouvais ça génial, je suivais leurs aventures et tout ça. J'ai repris la navigation de mon côté en faisant des régates à la journée, un peu plus loin. Et voilà, honnêtement, je ne me suis jamais dit à ce moment-là que je ferais un jour Vendée Globe. Pour moi, c'était inaccessible. Euh, pour moi, c'était les superstars, quoi.
mais star humble, hein, parce que tous ces marins que j'ai cités, ils sont d'une humilité et d'une gentillesse incroyable. Du coup, c'était génial de pouvoir recroiser après la Mazoule, et j'ai revu encore il n'y a pas longtemps. Et voilà, pour moi, ça reste un de mes héros. Et ce Vendée Globe-là, je l'ai vécu forcément d'une manière assez spéciale, mais ça m'a beaucoup aidé. Après, on m'a des fois dit que je faisais le Vendée Globe aujourd'hui, c'était une revanche sur la vie, pas du tout. C'est des histoires de vie différentes, mais en tout cas, j'oublie jamais d'où je viens aussi, de ce petit garçon d'Arcachon qui était malade et qui était venu voir au sable le départ. J'essaie de jamais oublier ça parce que c'est important dans euh, dans un parcours sportif. Des fois, tu as des joies, tu as des peines. Et j'essaie toujours de garder ça en tête que ce qu'on vit, en tout cas, ce qu'on vit nous 40 skippers du Vendée Globe, ce qu'on va vivre, c'est quand même un privilège incroyable. Est-ce que dans les autres éditions, tu as des histoires, des skippers, des éditions particulières qui t'ont marqué en tant qu'amateur avant de participer, hein, est-ce que tu retiens comme ça des images fortes? Tous les Vendée Globe, enfin forcément, moi je suis tous les Vendée Globe, il y a à chaque fois des images ultra fortes. La première image forte, on se rappelle de Poupon qui est couché avec son bateau, Loïc Perron qui a la finesse ou l'intelligence de filmer en plus, quoi, et qui raconte spontanément, mais raisonnablement bien comment il aide Poupon à se redresser. Pour moi, c'est une des images, je trouve, assez fortes. Une autre image encore pour moi forte, c'est encore une fois la Mazou, quand il était venu à Bordeaux, accueilli par le maire de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, avec une foule incroyable au Grand Théâtre à Bordeaux, et c'était vraiment chouette. Enfin, parce que finalement, quand tu es skipper du Vendée Globe, t'es pas grand-chose au vu du bateau à côté, ce bateau qui est... Donc là, il venait tout seul, il y avait un monde incroyable. Après, je me rappelle de Hauguin quand il avait gagné, incroyable, parce que c'était un Vendée Globe très dur, où il y avait eu la disparition de Jerry Roof. Je me rappelle le fameux de Brock qui s'était déchiré la langue. Et je me rappelle tant mieux, c'est qu'après j'ai eu l'occasion de naviguer avec lui, on a fait une Jacques Vabre ensemble. Et puis dernièrement, quand je me suis retrouvé à naviguer moi-même, à faire les Vendée Globe moi-même, en 2008, mon premier Vendée Globe, j'imaginais pas que ça allait me plaire autant que ça. Je pensais que ça allait me plaire, mais pas à ce point-là. Et j'étais étonnamment surpris, mais d'une belle manière, de mon arrivée en 2009, avec beaucoup de monde qui était là pour m'accueillir. Après, il y a eu 2012, je suis arrivé déguisé en James Bond. C'était le petit clin d'œil. Comme je faisais beaucoup septième, et que là, finalement, je fais huitième. C'est le clin d'œil James Bond, Calimero, mon surnom, c'est trop injuste. Et puis d'enchaîner 3-4 Vendée Globe, comme j'ai fait jusqu'au dernier Vendée Globe, avec la victoire de mon pote d'enfance, de Yannick. Et là aussi, quand il a gagné, moi j'étais encore en mer forcément, et j'ai vécu ça comme une sorte de victoire un peu collective de notre groupe de copains, de notre groupe d'amis d'Arcachon. Après, raconter le Vendée Globe ou 4 Vendée Globe en 2 phrases, c'est pas évident. Il y a des images tellement extraordinaires, le Cap Horn, les albatros, la peur, le froid, la solitude. Mais au bout de tout ça, tellement, je trouve, d'épanouissement personnel et sportif, parce que ça reste, quel que soit le bateau qui font le Vendée Globe, on oublie vite, mais même le bateau le moins compétitif, ça reste un bateau de 18 mètres, à mener en solitaire avec des quilles de 4,50 m, avec des mâts de 27 mètres, donc ça reste des bateaux puissants. Donc on oublie vite ça, on regarde les 3-4 premiers, on oublie que même le dernier a énormément de mérite, parce qu'il n'y a pas forcément la préparation des autres, pas forcément le budget, mais d'arriver au bout, c'est un sacré challenge, et même d'être au départ dans de bonnes conditions, c'est aussi un challenge. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que toi, bah, du coup, c'est devenu ta vie à un moment et que bah, là, avec Jean, tu es celui qui a le plus de Vendée à ta ceinture, j'allais dire. Bah, le fait de me dire que je fais plus de Vendée à ma ceinture avec Georges Lecam, ça me donne des frissons, parce que euh, quand j'étais préparateur en Figaro, je voyais ce mec de Port-la-Forêt là, improbable quand même. Jean, ça reste quelqu'un de hors du commun.
d'enchaîner tous ces Vendée Globes, c'est le concours de vie, de circonstances. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Chaque projet est différent. J'ai l'impression à chaque fois d'avoir un bateau plus performant, ça c'est certain. Et je m'éclate à chaque fois. Euh, on me demande ma carrière et tout ça. Je n'aime pas parler de carrière ni rien. C'est une histoire de vie, de rencontre. J'ai une chance extraordinaire d'avoir des partenaires qui m'ont accompagné, et qui m'accompagnent encore pour certains. Et c'est chouette. À l'arrivée en 2025, je fêterai les 10 ans de partenariat avec la Micaïne, donc c'est quand même assez fort. Et voilà, mais en fait j'y vais parce que je trouve que c'est l'éclate à l'état pur de se tirer la bourre autour du monde en solitaire. Et a fortiori, quand on est sablé d'adoption, parce que c'est maintenant ton camp de base depuis un bon moment, ça ajoute à la dimension émotionnelle, j'imagine. Bah, il est vrai, je suis basé au Sable depuis 2007, 2006, je sais plus. Et rapidement, j'ai trouvé enfin, il fait bon vivre au Sable, il y a un côté sympa, il y a un côté aussi où tu es un peu chouchou après quand tu prends le départ du Vendée Globe, mais aussi parce que j'étais étonnamment surpris. J'habitais à La Chaume, le quartier de pêcheurs, tu vois, et rapidement les anciens pêcheurs, ils m'ont pris à part, ils m'ont dit c'est pas parce que tu fais un Vendée Globe que tu seras marin, et je pense qu'ils ont raison aussi, hein. C'est pas nous les vrais marins. Les vrais marins, c'est ceux qui vont à la pêche, c'est ceux qui ont affronté les 40e régissants à l'époque des explorations, New York, San Francisco et tout ça. Nous, finalement, ils n'ont pas tort, les pêcheurs, on est des plaisanciers, quoi. Et du coup, j'ai bien aimé cette approche-là et je ne me suis plus, quoi. Et à mon deuxième projet Vendée Globe, on m'a laissé le choix de partir en Bretagne ou autre. Et en fait, moi, je me sens bien. Et c'est vrai qu'il y a un caractère particulier quand tu prends le départ du Vendée Globe, quand tu es un peu du coin, enfin, quand tu es en plus adopté. Et je trouve que c'est un côté sympa, un côté familial, et qui est extrêmement sympa et chaleureux, et moi j'aime bien. Raconte-nous un peu, parce que c'est toi qui as le plus vécu ce départ qui est aussi si particulier, emblématique du Vendée par rapport à une autre course. Qu'est-ce que c'est exactement le départ d'un Vendée? Mais ce qui est incroyable au Sable d'Olonne, parce qu'il y a un chenal qui fait une arène naturelle qui est assez long finalement. Le chenal, nous on le chronomètre pour savoir combien de temps on met pour sortir du chenal, parce que quand on fait une navigation pour calculer la marée et tout ça, donc on met un bon quart d'heure pour rentrer, pour sortir du chenal. Il n'y a personne au début, mais que ce soit une arrivée de Vendée Globe ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit juste une navigation comme je fais régulièrement, et d'un seul coup, bah, t'as des gens qui viennent, qui sortent de leur maison, qui viennent voir le bateau, c'est la curiosité. Le Vendéen n'est pas marin de course au large, par contre il est intrigué, il est amoureux du Vendée Globe, ce qui fait que moi j'ai un groupe de jeunes papis qui viennent me voir à chaque fois qu'ils sortent du chenal, ils sortent la petite carinette qui sonne, c'est plutôt sympa. Et une arrivée de Vendée Globe, c'est ça aussi, c'est que quelques heures avant l'arrivée, des fois il n'y a personne, et d'un seul coup ça fait comme une fourmilière, tout le monde vient le long du quai, et c'est vrai que ça reste une arène naturelle, assez sympathique, assez symbolique aussi, parce que d'un côté il y a la Chaume, le quartier des marins, et les sables, le côté historique des armateurs. Du coup, ça donne enfin moi je trouve que c'est vraiment sympa. Ça fait chaud au cœur parce qu'on fait plein d'autres courses. Il y a l'Euro du Rhum où il y a beaucoup de monde, mais c'est plus confiné, puis il y a plus de bateaux. Et l'arrivée, c'est différent, c'est en Guadeloupe. Là, c'est impressionnant le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Ils sont capables de citer le nom des bateaux, ils sont capables de citer le nom des skippers. Ils savent le vécu du bateau. Même nous, on s'y perd, hein, avec les bateaux qui changent de main. Et c'est extrêmement émouvant, c'est sûr. Tu as la boule au ventre quand tu pars, tu es stressé, tu es ému, tu es concentré. Comme vous dites, vous, on est dans notre bulle. Mais je peux te dire que c'est dur d'être insensible. Je pense que personne ne peut être insensible à ça. Et parle-nous justement de cette transition terre-mer dont on sait que parfois elle joue des tours à des marins qui ont un peu de mal à digérer ce trop-plein d'émotions et à rentrer dans leur course, qui font surprendre, qui mettent plusieurs jours à vraiment digérer tout ça.
En fait, le jour du départ, c'est sûr que on passe de 3 semaines de village intense à direct être en mer et que la transition est des fois brutale. En 2008, on est parti, il y avait 40 nœuds, on a eu 50 nœuds la première nuit avec des dématages. Donc là, t'as la tête dans le guidon de suite, t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Moi, je me rappelle que j'ai pas eu le temps d'être ému de quoi que ce soit les 2 premières nuits, tellement qu'on se faisait secouer. Les autres éditions après, t'as le bout au ventre quand tu sors, tu te retiens un peu aussi parce qu'il faut pas non plus être complètement, faut pas craquer, quoi. Mais je me rappelle à chaque fois, chaque soir, je cracouille entre guillemets un peu, mais d'une belle émotion, une émotion positive, pas mince, je m'en vais, je quitte mes proches, mes amis, ma famille. Non, non, de pleurer d'émotion parce que c'est des projets qui sont lourds, qui sont longs, qui sont chers, qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, ben ça y est, j'y suis, quoi. Et t'as pas envie de te rater, quoi. Du coup, quasiment à chaque fois, le soir du départ, j'ai un. Alors, moi, pour ma part, c'est pas un coup de mou. C'est. Je pleure d'émotion, mais positive, en disant ça y est, j'y suis enfin et c'est chouette. Donc, avec un petit thé ou un petit café, avec un coucher de soleil, la nature te rend bien parce qu'il y a toujours ça reste des moments uniques dans une vie, hein, pas que de marin, de vie, tout simplement. Et alors là, il y aura un départ un peu particulier pour toi parce que tu viens d'avoir une enfant. Euh, alors, tu avais déjà des enfants plus grands. Comment on gère ça? Comment on appréhende cette séparation et cette vie de 3 mois un peu loin? Ben, j'essaie d'appréhender d'une belle manière. En 2016, quand je suis parti, mon petit garçon Léo avait 1 mois moins un jour, le jour du départ. Euh, à l'époque, j'avais écrit un petit livre de bord pour lui expliquer pourquoi je partais. Je partais pas pour le quitter, je partais pour aller au bout de ma passion. Là, ma fille, elle aura plusieurs mois au moment du départ. C'est un peu pareil. C'est pour montrer, je pense que c'est important dans une vie, mais le sportif ou quoi, d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses passions. C'est sûr que c'est particulier parce que le premier Noël, mon garçon Léo, j'ai pas fait. Le premier Noël de ma fille Romy, je le ferai pas non plus. Mais encore une fois, c'est volontaire et c'est aussi pour aller au bout de ses rêves, au bout de sa passion. Donc, je dis pas qu'il y aura un moment émouvant au moment de Noël, mais j'essaie de garder ça d'une manière positive justement. Et je prépare des petits cadeaux à l'avance, comme ça elle sera gâtée comme jamais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton bateau? C'est l'ex-Initiative Cœur. Tu l'as récupéré il y a un bon moment maintenant. Comment tu te sens dans ta préparation, dans ta maîtrise du bateau, dans l'amélioration que vous avez pu y amener au fil des ans? En fait, mon bateau, pour l'écrire, c'est assez simple. C'est le plus beau bateau de la flotte. Euh, il respire, euh, il respire le bonheur. Pour moi, c'est un bateau qui me correspond complètement. J'ai une chance incroyable, c'est que j'ai eu l'occasion d'acheter ce bateau-là alors que c'était pas forcément le bateau n'était pas forcément en vente et tout. Donc j'ai saisi l'opportunité qui est partenaire de Sam. C'est chouette aussi parce que j'ai pu apprendre à naviguer avec aux côtés de Sam puisque j'ai ramené le bateau de la Jacques Vabre 2021 avec Sam et Nicolas Nuven, tous les trois. Donc il y a rien comme, comme meilleure appréhension, c'est de pouvoir être avec le skipper qui m'a donné complètement toute la notice du bateau. Avec Sam, on se connaît depuis très longtemps. Quand, quand on a ramené le bateau de MacArthur, moi j'ai ramené le bateau de Parlier, donc je fais 98-96. Ça aide aussi pour la passation. On sait que des fois, quand on vend le bateau, certaines choses ne sont pas divulguées, machin. Il y a un côté aussi top secret. Là, pas nous, pas du tout, au contraire. Elle a même expliqué, Sam, à mon petit garçon Léo, elle serait toujours un petit peu à bord parce qu'elle a laissé le petit Lego, son effigie. Donc c'est un super bateau, un bateau qui me correspond aussi, un bateau 4x4, un bateau de tour du monde. Je pense que c'est un bateau comme moi. Je, me- je- je me sens plus comme un skipper de tour du monde qu'un skipper de du Rhum. On a amélioré le bateau, on a réussi à mettre de côté chaque année un petit budget pour le développement.
On a commencé par modifier les traves, on a commencé par modifier la casquette. Après, l'hiver dernier, on a modifié les feuilles. On a modifié également la cellule de vie extérieure pour pouvoir se protéger un peu plus des mers du Sud. On a modifié le jeu de voile, on a modifié l'aménagement des voiles. Donc là, j'ai tendance à dire que le bateau me correspond bien. J'ai traversé 5 fois l'Atlantique avec le bateau, donc je ne suis pas en manque de navigation. J'ai une équipe, une petite équipe, mais qui est extrêmement passionnée également comme moi, et qui croit aux valeurs du bateau. Donc avec un beau bateau, quand on croise dans son bateau, ça peut que bien se passer. Raconte-nous de manière assez succincte et peut-être factuelle ce dernier accrochage dans la dernière ligne droite de ta préparation. En fait, dans la préparation du bateau, quand tout se passe trop bien, c'est presque suspect. Donc, on a eu un petit accrochage, on s'est fait rentrer dedans par un bateau de pêche. Effectivement, ça engendre un peu de complications. C'est un contretemps. C'est un contretemps comme on vit souvent dans les projets de bateau. L'essentiel, c'est être là au départ dans les bonnes conditions, parce qu'on travaille pour ça. Et c'est un peu un coup du sort. Moi, j'ai tendance à dire, à chaque fois avant le départ d'une grande course, une Route du Rhum ou un Vendée Globe, à chaque fois, il y a 3-4 projets qui ont des problèmes, des coups du sort et tout ça. Jusqu'à maintenant, ça m'était épargné. Et là, c'est à mon tour, mais dans mon malheur, j'ai eu pas mal de chance. Ça a atteint une zone qui est relativement facilement réparable. Donc du coup, les premiers jours, j'étais extrêmement peiné, parce que déjà, en temps de crack et le carbone qui s'abîme, c'est comme quand tu te casses un bras, ton bateau, c'est une partie de toi-même. Donc il y a eu un peu pendant 24 heures, 48 heures, un peu de grosses déceptions et surtout de frustration. Et tout de suite après, avec l'équipe, avec les partenaires qui m'entourent, et puis aussi tous les gens qui me suivent au quotidien, notamment au sable, du coup, on s'est rechargé de motivation, et quand on est motivé, tout se passe bien. Donc bateau réparé, bateau prêt à naviguer, prêt à partir autour du monde, et moi aussi. Alors, quelles sont tes ambitions avec ce bateau et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça t'a ouvert quand même comme champ de possibilités sportives d'accéder enfin à ces grands foils, toi qui as vécu vraiment toute l'évolution de ces bateaux et cette révolution des bateaux volants? En fait, ce qui est génial avec ce bateau-là, c'est un bateau customisé. Donc il est né sans foil, et puis au fur et à mesure, des petits foils, puis des grands foils que l'équipe de Samantha avait installés. Nous, on a un peu développé ces grands foils, on a gardé les foils, mais on les a un peu agrandis. Déjà, c'est ultra fun de naviguer sur un bateau comme ça. Euh, on a fait une pointe à 35 nœuds en baie de Brest l'année dernière. On fait rapidement des pointes à 30 nœuds. Moi, c'est important de différencier le sportif aussi du côté fun et technologie, parce que c'est pas parce qu'une course tu marches moins bien qu'un autre bateau à dérive ou un bateau plus ancien que c'est pas pour autant fun, et que justement c'est pas intéressant. Au contraire, c'est extrêmement excitant, intéressant de développer ces bateaux à foils. Ce que ça m'a ouvert, de naviguer différemment, parce qu'on navigue un peu différemment avec des foils qu'avec un bateau classique. On navigue avec des voiles d'une manière un peu plus plate. Alors c'est pas la Coupe d'Amérique, hein. On va se détendre quand même. Mais voilà, donc c'est fun, c'est extrêmement excitant. Euh, c'est sûr que ça vous la voit, des objectifs un peu différents. Alors on est 40 au départ, il y a quand même pas mal de grosses équipes et tout ça. J'ai fait 7, 8, 10 et 15 mes 4 précédents Vendée Globe. L'objectif, c'est inverser la tendance, faire mieux que 15. Et l'objectif aussi, je me suis dit, aussi en termes de temps, c'est faire moins que 85 jours. 85, le département de la Vendée, bon, c'est le côté un peu marrant, mais je me fixe ça aussi pour la nourriture, pour tout. Et aussi, tout au long du parcours, j'aurai mes autres concurrents, mais aussi j'aurai mon propre concurrent de l'ancien parcours, en fait. Je vais calquer mes autres Vendée Globe sur ces Vendée Globe-là. Donc au quotidien, je verrai où j'étais il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans et en 2008. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'aller plus vite que mes 4 Vendée Globe-là. Ça permet aussi
de répondre un peu à côté de la plaque. Mais ça permet aussi de se libérer d'une petite pression qu'on nous mettra jusqu'à la veille du départ. Et sportivement, toi, tu te sens progresser au fil de ces éditions? Je me sens progresser, je me sens aussi moderniser dans la manière de naviguer avec ces foils, avec ces nouveaux pilotes hyper intelligents et tout ça. Et j'ai l'impression d'avoir progressé depuis que j'ai le bateau également. J'ai l'impression que j'ai progressé en même temps que le bateau, on l'a fait progresser un peu. Et surtout, aujourd'hui, je me sens capable de faire mieux que 15e. Je me sens capable de faire moins que 83, 84 ou 85 jours. Et en fait, je me sens bien et je me sens surtout comme à mon premier départ de Vendée Globe, avec un peu d'excitation, beaucoup d'impatience et surtout beaucoup d'envie de découvrir énormément de choses sur soi-même, sur ses capacités à faire des manœuvres qu'on ne ferait pas en équipage et vraiment à se dépasser. Comment tu vois l'évolution de la dureté des bateaux avec ces grandes vitesses, avec ces bateaux qui tapent de plus en plus? Comment toi tu es à l'aise avec ça? Comment tu as fait pour que l'ergonomie soit adaptée? Est-ce que c'était plus dur avant? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que voilà, toute cette dimension résistance du marin? Bah, il est vrai que les bateaux, ils ont vachement évolué. En 2016, on a autorisé les foils à arriver sur ce bateau-là. Les bateaux vont extrêmement plus vite qu'avant. C'est au détriment du confort, c'est clair. Et mon bateau, on a justement accentué le mini-confort à l'intérieur du bateau. On a rajouté des poignées, on a rajouté un petit banc, donc je suis pas très grand, donc du coup ça m'avantage à bien vivre dans le bateau. On a mis des coussins un peu partout, une espèce de banquette aussi pour se trouver bien. Donc le confort du bateau est moindre par rapport à mon premier bateau du Vendée Globe. Par contre, c'est pas grave parce que c'est justement pour la performance. Moi, je suis plus content d'aller à 25 nœuds et que ce soit un peu plus dur à vivre plutôt que d'être à 15 nœuds et à labourer à labourer le champ. Là, au moins, tu laboures pas le champ, tu survoles le champ et effectivement, ça va vite, c'est ricoché. Et c'est vrai que j'étais étonné. Au premier bord que j'ai fait sur ce bateau-là, avant d'avoir pour moi, que c'était inconfortable. Donc, j'avais pas le réflexe au début. Je mets un petit casque quand je suis à l'intérieur du bateau de protection. Tu dors d'une manière différente. Ça m'est arrivé de dormir avec une sangle autour de la taille pour éviter de tomber, quoi. Donc c'est sûr que c'est un peu particulier, mais c'est pour la performance et surtout c'est pour le fun, c'est ça qui est chouette, quoi. Donc moi je vis pas mal, mais c'est sûr que quand ça va vite, en 2008 tu pouvais te faire un gros mug de café comme ça, maintenant ton café tu le fais comme ça pour éviter de te renverser. Voilà. Je pense que l'être humain a une faculté à s'adapter assez prodigieuse et je pense qu'on s'adapte à tout. Et mon bateau reste vivable par rapport à certains autres, donc ça va. Et sur la dimension enfermement du marin, sur la dimension, bah, on n'est plus mouillé, mais on n'est plus trop en contact avec les éléments. C'est vrai que nos cockpits sont de plus en plus fermés. Moi, je ne pourrais pas vivre complètement enfermé, d'ailleurs, à terre comme en mer. Moi, j'ai besoin de sentir l'air, sentir les embruns. Bah, si bien que des fois, je sors et je prends une vague, et c'est vrai que c'est important, les sensations. Donc, on a fermé un peu plus ce bateau par rapport à ce qui était précédemment. Mais n'empêche, j'éprouve le besoin de me mettre en combi sèche et d'aller sur le pont, de barrer un peu le bateau, d'avoir des sensations. Il y a des bateaux qui sont complètement fermés et ça j'aurais du mal à vivre dans un studio autour du monde. Donc j'aime bien avoir un duplex avec une vue sur la mer, sans protection pour pouvoir sentir l'eau. Et c'est aussi pour ça que j'aime faire le tour du monde. C'est important d'être au contact avec les éléments. Parle-nous de ce parcours justement, tu le connais très bien, tu es celui qui le connaît le mieux avec Jean. Tu l'as toujours fini, ce Vendée Globe. Comment tu le séries, comment tu le ventiles? Moi, ce qui m'a aidé depuis mon premier Vendée Globe, c'est justement sectionner le parcours. Donc, il y a plein d'étapes. Une des plus grosses étapes, c'est le départ jusqu'au golfe de Gascogne. Déjà, le départ en soi-même, c'est particulier parce que il faut pas se rater. C'est déjà arrivé à
à des marins du Vendée Globe de rater son départ, de percuter un bateau et de ne pas vivre vraiment le départ, de revenir et repartir après. Donc ce départ, il ne faut pas le minimiser parce que ça peut vite être carnage. Après, c'est le golfe de Gascogne qui est périlleux parce qu'il y a beaucoup de conditions météo qui peuvent être défavorables, beaucoup de fréquentation maritime. Et aussi, on part au bout de 3 semaines de village, quoi. Donc on fait tout ce qu'on ne fait pas pendant les 4 ans du Vendée Globe, c'est-à-dire que on fait pas grand-chose pendant ces 3 semaines-là, donc on essaye de faire autre chose, mais on navigue pas, quoi. Donc le golfe de Gascogne, je dirais que c'est important. Enfin, chaque phase est important. Après, il y a du golfe de Gascogne jusqu'à le positionnement jusqu'aux Canaries, qui est important parce que ça nous positionnait par rapport à l'axe qui va nous permettre de passer le poteau noir au niveau d'équateur. Là, il peut y avoir déjà des premiers écarts. Après l'équateur, on est dans l'hémisphère sud, les Asie du Sud, le long du Brésil. Et puis après, il y a cette phase-là qui est course de vitesse, où c'est plutôt agréable, parce qu'il fait beau, il fait chaud, mais rapidement, on se rapproche des latitudes plus sud, où on commence à rentrer dans les mers du Sud. Et là, la transition est extrêmement brutale. On arrive dans les mers du Sud avant le Cap Bonne-Espérance, en fait. On commence à avoir les albatros et tout ça. Et cette phase brutale est extrêmement dure, parce qu'en plus l'océan Indien est un océan extrêmement dur, avec du vent fort, peut-être moins fort dans le Pacifique, avec des mers croisées. Il y a tout le passage jusqu'au Kerguelen qui est souvent extrêmement périlleux, qui est extrêmement dur aussi, parce que quelques jours avant, une semaine avant, on est peut-être dans les latitudes plus chaudes, donc on passe du chaud vers le froid. Une mer croisée, une mer forte, des dépressions des fois qui arrivent nord-sud, avec du vent de travers. Ça nous amène après rapidement au Cap Lewin, l'Australie, Sud-Australie, Fremantle, la Tasmanie. Et là, c'est pareil, c'est toujours des mers toujours très compliquées. Et j'ai tendance, après tout ça, on plonge, pas dans le néant, mais on plonge dans le Pacifique. Le Pacifique, c'est un océan immense, avec souvent du vent plus fort. Le seul avantage qu'on a, c'est que la mer est plus rangée. Alors, je dis ça, je touche du bois parce que voilà quoi. Est plus rangée, plus forte, mais plus rangée, plus ordonnée que dans l'océan Indien. Mais le Pacifique est long, on accuse de la fatigue, du stress, le bateau aussi. Et on est tous suspendus dans ce Pacifique. À quoi? Dans un premier temps, le fameux point Nemo, et après, le fameux petit caillou au sud de l'Amérique du Sud, de Cap Horn. Et on regarde tous ça avec... en tout cas, moi, je regarde ça comme un truc inabordable. J'essaye de ne pas trop y penser, parce que ça reste un moment fort du Vendée Globe, ce passage du Cap Horn. C'est pas fini pour autant la course, mais au moins... tu l'as fait, ce parcours-là. Je me rappelle à mon premier Vendée Globe, je me disais, même si j'abandonne après le Cap Horn, tu l'auras fait ce Cap Horn, putain. Donc c'est déjà un gros morceau. Après le Cap Horn, il y a un petit relâchement. D'ailleurs, souvent on dit, c'est facile, t'as fait le plus dur maintenant. Bah non, il reste 3 semaines, un mois de mer. Et encore une fois, les mers du Sud ne sont pas finies. Il y a toujours des dépressions fortes au niveau des Malouines, des tempêtes, hein. Donc jusqu'au Malouines, c'est encore les mers du Sud. Et là, après les Malouines, tu as tendance à souffler un peu. Mais c'est un peu le dernier moyen de gagner des places, ou d'en perdre d'ailleurs. Les Malouines jusqu'à l'équateur, quoi. Donc c'est des courses de vitesse, c'est des courses poursuites, et c'est là où tu peux gagner ou perdre quelques places sur une inattention, une erreur de stratégie ou un problème technique. Et quand tu franchis l'équateur, tu es à nouveau dans l'hémisphère nord. Et là, c'est pareil, la recherche entre les îles Fernando de Noronha jusqu'aux Açores, la meilleure route pour aller le plus vite possible et surtout en sécurité aussi. Et enfin, le dernier run pour moi, c'est des Açores jusqu'à l'arrivée.
où tu arrives, bah, il fait froid. Il fait froid, il peut neiger et tout ça, mais c'est le retour à la maison. Avec mon premier Vendée Globe, quelques jours avant l'arrivée, je ne me sentais pas prêt à revenir. J'avais un peu de nostalgie de ce que j'avais vécu. Et au fil du temps, en fait, je me suis, je me suis habitué à ça. Et c'est assez amusant. Alors raconte-moi deux choses que on mesure pas toujours. Euh, D'abord la solidarité entre marins qui naît, puisque tu parlais du Pacifique et de ses grandes distances. Entre concurrents, il y a la dimension sécurité. Vous ne pouvez compter que sur vous pour assurer la sécurité en cas de pépin. Et puis aussi, il y a des relations interpersonnelles qui se créent parce que vous êtes de la même zone en même temps et que vous arrivez à communiquer. Il y a des histoires d'amitié qui sont nées comme ça alors que vous ne vous connaissiez pas au ponton. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, c'est vrai que nos campagnes Vendée Globe, c'est long, puis on se retrouve tête dans le guidon. Des fois, on sympathise avec des gens qu'on n'imaginerait pas. Là, pour mes dernières aventures à Manière Collision, j'ai le même bateau que Benjamin Ferré. Je lui ai demandé un coup de main parce que j'avais besoin de tirer une moule sur son bateau. Tout de suite, il m'a dit oui. J'ai tiré une pièce sur son bateau. Et c'est ça qui fait aussi la valeur de notre sport, c'est que il y a une vraie solidarité, il y a une vraie entraide, mais aussi il y a des choses improbables. Quand tu te retrouves à te tirer la bourre avec un autre concurrent, c'est pas comme un match de tennis où tu as envie de tuer le mec en face ou un match de squash, quoi. Donc tu te retrouves à discuter avec lui, à sympathiser en fait, sans le voir, hein. Et c'était le cas par exemple avec moi en 2016 avec Fabrice Amédéo, que je connaissais très peu au final. Et en fait, on a sympathisé autour du monde. Alors, on n'était pas à côté à vue à discuter, mais du coup, comme on était dans le même système météo, on a échangé par texto, par WhatsApp, et du coup, on a vraiment sympathisé. Et on s'est dit quelques jours avant l'arrivée, il ne faut pas que notre amitié s'arrête là. Du coup, on s'est forcé à organiser un petit repas entre nous, tu vois, en famille et tout, avec nos enfants respectifs. C'était super sympa, ce qui fait qu'on cette amitié qui est née pendant le Vendée Globe, elle est restée. On est toujours amis et on s'appelle souvent. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que ce que je vois avec Yannick aussi, qui est un pote d'enfance, qui fait également le Vendée Globe, c'est que des fois, enfin la plupart du temps quand on se voit, en fait, on parle très peu bateau au final. On parle des petits trucs à côté. Nos familles, évidemment. Qu'est-ce qui va nous manquer par le Vendée Globe? Tiens, et pour Noël, tu prends quoi à manger? Et c'est assez amusant au final de se retrouver à être amis d'une manière un peu improbable comme ça, comme j'étais avec Fabrice, comme je suis toujours ami avec lui. C'est ton pote de droite. C'est ce que je lui ai dit, ouais. Ça l'a beaucoup fait marrer. Je lui ai dit, j'ai mis un peu de gauche dans ton esprit de journaliste de droite. Et je trouvais ça génial, et lui aussi, ça a beaucoup fait marrer. On s'en fout d'être de gauche ou de droite, c'est pas le problème, mais c'est juste la blague, lui qui est journaliste, ex-journaliste du Figaro, et moi qui suis enfant dentiste et plutôt, on va dire, comment on appelle ça, comment ils disent, un bobo ou, ou gauche caviar ou je sais pas quoi, enfin on s'en fiche. En tout cas, j'ai bien branché là-dessus et ça nous fait toujours marrer l'un et l'autre, autour d'une bière ou autour d'un café le matin quand on se croise. Et alors l'autre dimension dont je voulais que tu nous parles un peu, parce qu'elle est vraiment très improbable pour nous qui suivons la course, c'est votre capacité dans la remontée de l'Atlantique à vous projeter sur la suite et alors que vous êtes encore en course, à imaginer la suite de vos aventures, à acheter un bateau, à discuter avec un sponsor, voilà, toute cette remontée de l'Atlantique dont tu nous disais à l'instant qu'elle était longue, parfois elle sert aussi à écrire la suite de votre histoire. Ouais, c'est vrai que la remontée atlantique est extrêmement longue. C'est vrai qu'on se projette à ce moment-là. Moi, on me dit beaucoup que le Vendée Globe fait rêver, mais moi, avant tout, ça me fait rêver à moi-même. Ça me fait rêver de faire le Vendée Globe. Ça me fait rêver de refaire le Vendée Globe, ça me fait rêver de me projeter. Donc, c'est assez particulier de se retrouver effectivement en remonte atlantique. Et puis, on discute entre marins qui font le Vendée Globe. Et toi, ton bateau, il sera à vendre? Oui, pas avant, non. On discute avec les partenaires. En 2008, c'était le cas. Mon premier Vendée Globe 2008-2009. Je suis au téléphone avec le patron d'Akana. Il me dit, bah, on refera le Vendée Globe ou pas, ça te branche? Bah oui, carrément. Et
d'ores et déjà, on était en train de construire l'histoire d'après, de racheter l'IMOCA PRB pour pouvoir continuer. Et je pense que ça nous aide à aussi bien vivre l'après, le jour d'après le Vendée Globe. Le jour d'après le Vendée Globe est des fois pas facile. C'est un peu comparable avec les Jeux Olympiques. Je connais quelques sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques, d'ailleurs dans d'autres disciplines que la voile, au ski ou en équitation, et ils ont le contre-coup. Pour certains, c'est souvent la fin d'une carrière, et le fait de se projeter, d'imaginer des choses et d'imaginer un autre projet. Moi, j'adore monter des projets, je trouve que c'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement riche. Et le fait de se projeter, je pense que ça nous aide déjà à finir un parcours, bien le finir, et ça nous aide à moins mal vivre les quelques jours après l'arrivée qui peuvent être difficiles. Moi, j'ai jamais vécu ça parce que j'ai réussi à chaque fois à rebondir et à me reprojeter, mais je trouve que c'est plutôt amusant, effectivement. On est là avec nos fers, nos petits projets. Des fois, on fait des plans sur la comète qui ne marchent pas d'ailleurs, hein, mais c'est ça, c'est que ça fait rêver en des globes, mais aussi, enfin, moi, ça me fait avant tout rêver, quoi. Et toi, tu pourrais imaginer que dans cette remontée de l'Atlantique, tu imagines la suite déjà, et le Vendée Globe est encore dans la suite de tes projections? Alors, s'il y a bien une chose que j'ai appris depuis des années, c'est que du coup, il faut anticiper. Donc, maintenant, j'attends plus la remontée atlantique pour me projeter, pour faire un autre projet. Déjà, j'imagine l'après dès maintenant, sans oublier que l'objectif principal, c'est ce projet-là. Mais n'empêche, pour faire un beau projet après, il faut bien faire ce projet-là, il faut imaginer la suite. Et le Vendée Globe, on a bien vu, on est 40 au départ, de plus en plus, il faudra s'y préparer tout à l'avance. Donc, d'ores et déjà, depuis le début de l'année, je prépare pour l'après, pour me projeter pour après, avec un bateau plus mieux, plus beau. C'est dur parce que celui-là est sacrément beau. Et j'espère que la remontée atlantique, ça fera juste la concrétisation ou le peaufinage des détails. Et alors pour toi, ce serait quoi un Vendée Globe réussi cette fois? Un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe que tu finis, mais que tu le finis bien, 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 bien partagé avec l'équipe qui t'entoure, qui a travaillé d'arrache-pied pendant ces 4 ans, bien partagé avec les partenaires qui misent beaucoup. Enfin, alors en termes de communication, c'est sûr, mais en termes d'interne en équipe, d'entreprise, moi c'est essentiellement des entreprises vendéennes, donc il faut le terminer dans le partage, dans la bonne humeur, dans un bon état d'esprit, mieux que 15e, arriver 2 jours, un samedi ou un dimanche, par beau temps, avec beaucoup de monde, accueilli par le moins possible de skippers. Ça voudrait dire que tu es forcément dans une bonne place. Et voilà, non mais blagues mises à part, je trouve que c'est important la compétition est importante, mais la manière de faire, je trouve, est importante aussi. Je trouve que c'est la manière de faire, la manière de finir est importante, et c'est important d'arriver 2 jours. Merci beaucoup.